Sinon, on va je crois. Ça n'aurait pas là-bas, je crois. Là, il y a un pêche. Très bizarre. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus à ma présentation. Donc, moi, je m'appelle Aloïs, je suis doctorant en deuxième année de thèse ici au CBGP. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qui sont en cours d'analyse, donc des résultats un peu préliminaires qui abordent la restauration écologique et l'éco-épidémiologie des petits mammifères dans une monoculture forestière. Ah, ça marche pas du coup. Appuyez une fois sur la petite flèche là. Vas-y maintenant. Non, ça marche pas. Ah, bah, faut cliquer le souris. Ça marche pas avec la souris. Non, mais après, Non, la souris, ça marche pas, ça marche qu'avec les. Ah, mais après, ça ne permet pas de. Ça permet de revenir. le pointeur. Ouais. T'avais pas mis le. Oui, il y a les pour nous. C'était parce que t'es en PDF, je crois. T'avais un PDF. T'avais un PDF bien? Mais là, il y a un truc bizarre avec le plan d'écran, c'est. Ici, là? Ça, c'est bien. Là, si tu chantes, tu vas découvrir. Voilà, sinon, je peux aussi. Là. Ah oui, bon. Et toi, si tu quittes le plein écran. Et là, tu changes. Ça change, non? Je vais m'en rentrer. Est-ce qu'on est toujours connecté, Laurent, d'ailleurs? Oui, je vois. Tu vois tout ce qu'on fait? Oui. Donc, non, c'est bon. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Bah, au pire, je fais avec les flèches. Même pas en plein écran. On est passé en modalité. Ouais, on peut mettre en plein écran, et puis je passe avec les flèches. Un truc là-bas. Plein écran, c'est bizarre, oui, j'avais un truc. Non, il n'y avait pas avant pour ça. C'est bizarre. J'ai essayé de me changer derrière. Enfin. C'est pas grave. C'est vrai. Désolé, donc du coup, vous savez sûrement tous un peu déjà, mais les changements d'usage des terres sont actuellement considérés comme un des facteurs principaux à l'origine de la perte de la biodiversité et de l'émergence des zoonoses, par l'augmentation des émergences de zoonoses à l'échelle globale. Or, en plus d'essayer de chercher de réduire les dégradations actuelles des environnements naturels, une possible réponse à cette situation, c'est d'essayer de compenser, voire d'inverser la tendance de dégradation au travers de la restauration écologique. Parce que ce genre d'effort, ça pourrait permettre de fournir des solutions qui seraient bénéfiques à la fois à la biodiversité, mais aussi à l'atténuation du risque zoonotique. Malgré tout, et malgré un essor assez récent d'un intérêt pour la restauration écologique, il y a assez peu d'études qui s'intéressent à l'effet de la restauration sur l'atténuation du risque zoonotique, alors même que suite à une restauration, il peut y avoir plusieurs scénarios différents de variation du risque zoonotique, et donc qui n'aboutit pas forcément à un risque diminué. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin véritable d'études sur ces sujets, et en plus de ça, sachant que sur Terre, il y a plein d'écosystèmes différents, il y a plein de manières de dégrader ces écosystèmes, et du coup, forcément, plein de manières de les restaurer aussi. Donc, ça rajoute un peu de complexité et forcément un besoin d'études sur ces questions. Dans notre cas, on est particulièrement intéressé par les écosystèmes forestiers, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la forêt des Landes, au vu de sa nature, parce que ça pourrait être un potentiel bon exemple de restauration écologique. À savoir que c'est la plus grande forêt artificielle plantée d'Europe, qui fait à peu près 1 million d'hectares que vous voyez ici. Elle a été plantée majoritairement au XIXe siècle et aujourd'hui elle est essentiellement monospécifique, avec 70% des espèces d'arbres qui sont de l'espèce du pin maritime. Donc c'est principalement des monocultures de résineux. Or, le fait d'être essentiellement monospécifique vient avec un certain nombre de problèmes. D'abord, évidemment, à l'échelle du paysage, la forêt elle est assez pauvre en richesse d'espèces, mais elle est aussi rendue plus sensible aux perturbations, notamment aux ravageurs comme les insectes xylophages ou les champignons, mais aussi aux événements naturels comme les incendies ou les vents violents.
Et pour ces raisons, du coup, il y a un désir de restauration écologique dans la forêt des Landes qui passerait au travers de la diversification des essences d'arbres. Et pour ce faire, il y a plusieurs moyens possibles, mais une des solutions qui est actuellement envisagée, c'est la plantation de haies de feuillus. Pourquoi? Parce que les haies, en tout cas dans les systèmes agraires et pastoraux, elles sont reconnues comme pouvant servir d'habitat ou de corridors écologiques qui permettent, à l'échelle du paysage, de booster la biodiversité. Donc là, l'idée, c'est qu'elles pourraient avoir une action un peu similaire, ramener de la diversité dans les plantations d'arbres, sans non plus trop impacter les activités sylvicoles qui s'y déroulent. Donc voilà, mais concrètement, l'impact réel de ce type de haie sur la biodiversité et sur le danger zoonotique, il reste à quantifier. Et c'est dans ce cadre-là que se place ma thèse, où on cherche justement à voir si les haies de feuillus pourraient impacter la diversité des petits mammifères et atténuer possiblement la circulation des agents pathogènes dans la forêt. Donc pour faire ça, on cherche d'abord à caractériser les communautés de petits mammifères et d'agents pathogènes de rongeurs spécifiquement, pour ensuite essayer de voir si les haies vont impacter la diversité et la prévalence de ces deux types de communautés. Et dans un troisième temps, on cherche à voir si d'autres facteurs clés du paysage vont aussi impacter ces communautés. Donc comment nous on fait ça? On a réalisé 5 missions d'échantillonnage dans la zone d'étude que vous voyez ici, en plein cœur de la forêt des Landes, donc sur 53 sites différents qui suivent un gradient d'habitat, donc selon un gradient de diversité, avec d'abord des lisières de pins qui sont en quelque sorte les contrôles négatifs. Ensuite, les haies de feuillus, donc ce qui nous intéresse vraiment, qui pour le coup là sont des haies préexistantes, c'est pas des haies issues d'une initiative de restauration écologique. Et enfin, les forêts de feuillus qui sont en quelque sorte les contrôles positifs. Ensuite, les lisières et les haies, ils pouvaient aussi différer en fonction du contexte paysager environnant. Ils pouvaient être soit dans des paysages avec de fortes proportions de feuillus, soit avec de faibles proportions de feuillus. Et les haies pouvaient être connectées ou non connectées à d'autres environnements riches en feuillus au sein du paysage. Donc là, pour cette présentation, je vais vraiment m'intéresser à l'effet de ces trois types de variables, donc type d'habitat et les deux variables paysagères que je viens de présenter. Donc concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la capture de petits mammifères avec les clés générales que vous voyez ici, le long de transects d'environ 100 mètres. Et à l'issue de capture, quand c'est des musaraignes, comme ce n'est pas l'espèce cible de notre étude, on les relâche en ne gardant qu'une de fesses pour l'identification spécifique ou une patte en cas de mort accidentelle. Et les rongeurs, ils sont systématiquement disséqués pour prendre des prélèvements qui vont ensuite nous servir, entre autres, à la détection des agents pathogènes. Donc, à l'issue de 12 500 nids-pièges, on a capturé 660 petits mammifères. On observe des communautés en petits mammifères relativement pauvres, avec véritablement deux espèces généralistes qui prédominent, à savoir Apodemus sylvaticus, donc le mulot sylvestre, et Crocivra ursula, ce qui quelque part fait un peu sens parce que quand on regarde l'intensité d'exploitation de la forêt des Landes, mais on observe quand même, ça le sens. Bon, bref, on observe quand même du campagnol roussâtre dans les forêts de feuillus, ce qui là aussi fait sens quand on sait que le campagnol roussâtre est une espèce un peu plus spécialiste des environnements forestiers. On a aussi d'autres captures à caractère unique, comme par exemple du Micronis minutus, mais bon, ce n'est pas le sujet de ma présentation ici. Quand on regarde l'effet du type d'habitat sur la richesse spécifique en petits mammifères, ce qu'on observe, c'est aucune différence en automne, mais au printemps, on observe qu'il y a dans les forêts de feuillus, on a tendance à avoir une richesse spécifique plus grande que dans les haies et les pinèdes. Ça s'explique par ce que j'ai présenté juste avant. On a tendance à avoir des campagnols en fait dans ces forêts. Maintenant, quand on regarde l'effet de l'abondance, enfin du type d'habitat sur l'abondance de l'ensemble des petits mammifères, ce qu'on observe, c'est que l'épinède, de manière générale, c'est toujours les sites qui hébergent le moins de petits mammifères, et que les forêts, c'est toujours les sites qui en hébergent le plus. Mais quand on regarde les haies, on voit que en automne uniquement, elles sont capables d'héberger des abondances similaires que les haies. Donc, il n'y aurait pas d'effet des haies sur la diversité, enfin sur la richesse des petits mammifères, mais un effet sur leur abondance. Et quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'en fait, ce patron, il est totalement lié aux variations d'abondance du mulot sylvestre. Parce que vous voyez là, en fait, on a presque exactement le même schéma en fonction du type de paysage. À savoir que pour l'autre espèce prédominante, donc Crocivra ursula, il n'y a pas d'effet significatif du type d'habitat sur l'abondance.
Et donc ça peut être expliqué par le fait que dans les haies et les forêts de feuillus, il y a typiquement probablement plus de production de fruits, notamment de chênes en automne. Donc voilà, on a vraiment le mulot qui est l'espèce prédominante dans notre site d'étude. C'est 91% des rongeurs qu'on a disséqués. Donc c'est sur cette espèce qu'on se concentre pour les analyses de pathogènes. Donc pour détecter les pathogènes du mulot, on a utilisé une succession d'approches, en commençant par des ELISA pour essayer de détecter des ortho-antivirus à partir des sérobuvars. Là, on n'a détecté aucun positif. On a fait de la qPCR pour essayer de détecter des leptospires pathogènes à partir du rein. On a détecté quelques individus infectés. Ensuite, on a eu aussi des approches par détection sans a priori, en utilisant du métabarcoding ciblant le gène CESES à partir de la rate. Ça nous a permis de détecter 11 genres ou espèces de bactéries putativement pathogènes, que vous voyez ici. Et pour les individus Bartonella positifs, on a complété cette identification avec du métabarcoding ciblant le gène RPOB, et ça nous a permis de diviser le genre Bartonella en 5 autres espèces de Bartonella qui sont souvent présentes en co-infection. Donc au final, on a cette liste de 7 bactéries pathogènes, dont 7 sont probablement zoonotiques, et la majorité d'entre elles en fait sont probablement transmises par voie vectorielle, donc notamment par tiques et puces. On observe de fortes variations de prévalence en fonction des espèces. Pour certaines, c'est probablement lié à la méthode de détection. Typiquement pour les Borrelia, on sait que les rats ne sont pas forcément très bien adaptés pour les détecter. Mais sinon, ce qu'on observe aussi, c'est que la majorité des individus sont infectés par au moins un agent pathogène et que plus de 40% sont infectés par plus de un agent pathogène, donc co-infectés. Pour tester l'effet du type d'habitat et des variables paysagères sur la prévalence de ces pathogènes, là, je me concentre uniquement sur les pathogènes les plus prévalents. Et du coup, en employant des méthodes, des régressions logistiques et des approches par sélection de modèles, on n'observe pas d'effet significatif du type d'habitat sur la prévalence de tous les pathogènes les plus prévalents pour le milieu sylvestre. Par contre, on observe des effets significatifs des variables paysagères. À savoir que je ne l'ai pas dit juste avant, mais en fait, ces variables paysagères n'ont pas d'effet significatif sur la richesse antimammifère et sur leur abondance. Donc là, par exemple, on observe que pour Bartonella grahami, les individus au printemps dans les sites avec une plus forte proportion de feuillus ont tendance à être plus souvent infectés que ceux dans une faible proportion de feuillus. Et on observe aussi que pour Neo-Ehrlichia microensis, les individus dans les haies connectées ont tendance à être moins infectés que les individus dans les haies non connectées. Donc pour conclure, on a vu que les haies n'avaient pas tendance à améliorer la richesse spécifique antimammifère, mais il semblerait qu'elles aient une influence sur leur capacité à héberger des populations de petits mammifères, ce qui du coup pourrait avoir des effets cascades sur d'autres types d'organismes, dont notamment évidemment leurs prédateurs. On n'a pas vu d'effet significatif du type d'habitat sur la probabilité des individus d'être infectés par certains agents pathogènes. Ça pourrait être en partie lié au fait que pour une partie de nos catégories, notamment les pinèdes, on a des tailles d'individus plus réduites, donc ça a pu limiter cette capacité de détection. Mais au-delà de ça, comme on a vu que les haies étaient capables d'augmenter la population d'hôtes, elles pourraient du coup en partie augmenter le danger zoonotique dans ces sites. On a également vu que du coup le paysage pouvait jouer un rôle clé, vu qu'il semble impacter la probabilité des individus d'être infectés par au moins 2 agents pathogènes zoonotiques. Donc à l'avenir, ce serait important de considérer ces variables paysagères dans les initiatives de restauration. Et enfin, du coup, on a vu que si les haies semblaient avoir un impact réduit sur la diversité de manière générale, on peut imaginer quand même promouvoir d'autres méthodes de restauration peut-être plus ambitieuses, comme notamment la plantation de véritables mosaïques forestières pour essayer de vraiment avoir un impact vraiment plus positif sur la biodiversité et peut-être l'atténuation du risque climatique. Et du coup, pour vraiment conclure, quelque chose qui est quand même important à noter, c'est que même si les initiatives de restauration, elles pourraient engendrer une augmentation du danger zoonotique, ça ne veut pas dire que pour cette raison, il faut absolument les éviter, parce qu'elles ont quand même d'autres bénéfices, notamment écologiques. Donc l'idée là, c'est vraiment de chercher à étudier leur impact réel pour essayer de limiter justement ce risque zoonotique
et du coup maximiser le potentiel bénéfique pour la biodiversité. Donc voilà, je tenais à remercier toute l'équipe du CVGT et les autres réunis pour votre attention. Donc, c'est sur la plateforme.